Bonsoir à tous, c'est Sabac pour les cartes sur table, et ce soir je suis avec Otal. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Sabac. En tout cas, je suis super content d'être là. Ça va très bien, ce week-end j'ai eu la chance d'aller à Cannes pour une avant-première mondiale de Star Wars Unlimited, et donc on a décidé pour que vous aussi vous puissiez profiter de votre AP, de vous faire cette petite vidéo d'explication comment réussir son AP. Cette vidéo va vraiment couvrir beaucoup de sujets. On va couvrir des sujets qui peuvent sembler assez basiques et du coup qui plairont aux joueurs débutants ou aux personnes qui n'ont pas l'habitude de faire d'AP, mais on va aussi aller dans des détails un peu plus poussés sur le deck building, sur des points de conseil par rapport au leader, par rapport à la construction, comment faire son deck. On va essayer de couvrir pas mal de choses. J'espère que tout le monde y trouvera son compte. Sabac, à toi l'honneur. Alors, on va commencer par vous expliquer. J'espère que vous êtes déjà inscrit à votre avant-première parce que c'est ce week-end. Là, je pense qu'on est jeudi quand vous regardez cette vidéo. Il ne vous reste qu'un jour ou deux pour vous inscrire. Quand vous allez arriver dans votre boutique, on va vous remettre une boîte d'avant-première et je vais tout de suite vous montrer. Voici la boîte d'avant-première que je vais ouvrir pour vous, qui vous sera remis dans le magasin. Allons-y. Et, et voilà, quelle belle boîte. Dans votre boîte, vous allez trouver donc une boîte à deck pour pouvoir ranger les cartes que vous allez avoir la chance d'obtenir, un petit séparateur, le plus important, les 6 boosters qui vous serviront à faire votre deck. Le livret de règles qu'on vous conseille de lire avant de vous rendre en AP, parce qu'en fait vous pouvez trouver la version PDF sur le site officiel, et c'est toujours mieux de connaître les règles en arrivant, mais évidemment vous pouvez également apprendre les règles en regardant la vidéo sur l'entrejeu studio que Mathieu et Vindy vous avaient proposé, et que vous retrouverez en description. Des petits jetons qui vous serviront à compter les points, une petite feuille explicative comment build votre deck, comment créer ce deck de 30 cartes, mais vous saurez le faire sans la feuille puisqu'on va tout vous expliquer. Et ici, les 2 cartes promo Luke et Vador. Préparez-vous parce que ça donne fort. Bon, voilà. Carte foil du leader Vador et du leader Luke. Donc, Très belle. elles sont très belles, et vous avez évidemment le droit de jouer ces 2 cartes en plus de ce que vous allez trouver dans les 6 boosters. Parce qu'en fait, les avant-premières se font au format scellé. Le format scellé, ça fait partie de la catégorie de jeu qu'on appelle le limité, en opposition au construit. Le limité, ça veut dire qu'on n'a accès qu'à un certain nombre de cartes, etc. sur ce format. Et dans le cas des avant-premières, le scellé, c'est que vous avez le droit de créer vos decks avec toutes les cartes qui sont dans les boosters qui vous sont fournis par le magasin dans votre kit d'AP. C'est-à-dire que les boosters là que ça va créer, si vous étiez en AP, ce seraient les boosters que vous devriez utiliser. La seule exception à ça, c'est donc les 2 leaders qui peuvent être utilisés même s'ils ne sont pas dans les boosters, et les bases communes à 30 PV que vous pouvez demander à la boutique, puisque la boutique est censée en avoir un stock pour vous les fournir, pour pouvoir les jouer. C'est vraiment très important d'avoir ces informations en tête, parce que là vous avez un nombre de cartes assez massif parmi lesquelles vous devez sélectionner votre deck, de 30 cartes minimum. Vous pouvez aller à plus, mais franchement je le déconseille, parce que on est sur un jeu de cartes en général. On préfère moins de cartes plus efficaces qu'on a plus de chances de voir que de maximiser le nombre de cartes dans le deck et donc de jamais voir les bonnes cartes qu'on a envie de voir. Sachant quand même, je nuance un petit peu ça, parce que d'expérience en démo, et même en AP d'ailleurs, il est possible d'être tombé un petit peu à court de cartes sur des decks qui sont un peu plus lents que ce qu'on pourrait avoir en construit. Donc, faut se rappeler que si on ne peut pas piocher une carte, la base prend 3 points de dégâts. Donc, si vous avez un deck qui vous semble solide,
avec ce que vous avez pu construire, effectivement, restez à 30 cartes. Si vous pensez que votre deck manque un petit peu de pêche et que vous risquez de faire durer un petit peu la partie, à ce moment-là, moi je rajouterais, attention, on n'en rajoute pas 6-7, mais si vous avez 3 cartes de plus, 3 cartes ça fait 9 points. Donc ça peut, dans le cas où vous sentez que votre deck est un petit peu lent, aller un petit peu plus loin. Évidemment, ça n'est pas valable en construit, où on évite de dépasser le minimum requis. Sachant que justement, comme tu l'as dit, sur les formats limités, on a cette situation où les parties peuvent être soit très rapides, parce que les personnes vont avoir des decks extrêmement agressifs, des choses comme ça s'ils arrivent à construire, ou au contraire des parties qui peuvent aller très très lentement, parce que bah, les pièces il y a moins de fiabilité en fait, tout simplement limité. On voit moins de cartes disponibles que dans le construit, on n'a pas accès à toutes les cartes qu'on voudrait pour faire les combinaisons qu'on veut. Donc, on a plus souvent des cartes qui vont être OK que des cartes qui vont être vraiment top tier, et donc les parties peuvent se retrouver très vite à se prolonger. Donc c'est quelque chose qu'il faut en effet prendre en compte dans la construction. Mais avant d'entrer tous les détails de comment construire le deck, etc., déjà, premier point que je voulais dire, c'était sur, déjà, quand on ouvre les boosters, qu'est-ce qu'on va faire des cartes? Alors, déjà, amenez des sleeves et mettez-les dedans. Très important. Vous allez peut-être avoir la chance de trouver dans vos boosters une carte showcase. Il y en a qu'une pour 288 boosters, mais à Cannes, j'ai eu l'occasion de voir des gens ouvrir leurs 6 boosters et sortir cette carte incroyable, la showcase. Donc vous prenez ce qu'il faut pour pouvoir sleever votre deck, vous prenez 35-40 sleeves avec vous, ou plus pour tout protéger éventuellement, et même une protection un petit peu plus solide si vous avez la chance de tomber sur le Graal directement dans vos packs d'AP. Et si vous avez oublié, c'est pas grave, la plupart des AP se passent quand même dans des magasins qui vendent des jeux de cartes et des accessoires, et je pense qu'ils sont très heureux de vous fournir les sleeves contre de la monnaie sonnante et trébuchante. On va pas... Mais, en tout cas, n'hésitez pas, enfin, pour moi c'est très important, si vous avez beaucoup mélangé les cartes, il y a un risque de les abîmer pour moi. C'est dommage, donc pensez à amener ça. Si vous avez aussi un petit appli, comme là on peut voir, suite Sabak, n'hésitez pas à en mettre un aussi pour protéger vos cartes en dessous, protéger les sleeves. Et en fait, juste parce que c'est plus confortable aussi, hein, souvent pour jouer que de jouer à même la table. Et là, on a vu qu'il y avait une deckbox en carton qui fera bien le boulot. Mais si jamais vous êtes vraiment maniaque, n'hésitez pas non plus à amener votre deck, à emmener ou acheter une deckbox en plastique pour quelque chose d'un peu plus dur pour transporter les cartes jusqu'à chez vous après. Donc, vos boosters sont ouverts, les cartes sont, avec de la chance, si vous nous avez bien écouté, dans des sleeves. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Vous allez les trier. Parce que ça, c'est plus important, c'est lisible, c'est comme ça qu'on arrive à faire le deck qu'on veut derrière. Le premier tri que je conseillerais toujours d'appliquer personnellement, c'est par couleur. Parce que ça vous permet de voir si dans vos boosters, vous avez eu plus d'une affinité qu'une autre. Si du coup, il y a peut-être moyen d'aller dans une certaine direction plutôt qu'une autre juste sur ça. Ça vous permet aussi d'identifier quelle base et quels leaders peuvent fonctionner. Et justement, trier par affinité, y compris les doubles affinités, c'est pas forcément suffisant. Sabag, je sais que tu voulais rajouter notamment d'autres facteurs de tri. Oui, alors il est important au niveau proportion de réussir à avoir à peu près 2 tiers d'unités et on va dire un tiers avec des événements ou des améliorations. Donc il vous faut 20, 21, 22 unités max. Et le reste, surtout des événements, notamment des événements qui permettent de faire des dégâts directs, de tuer une unité, ce qu'on appelle des removals, parce que c'est quelque chose qu'on va moins retrouver dans un deck scellé par rapport à du construit, et donc, puisqu'il y en a moins, c'est beaucoup plus fort. Je vois notamment l'étranglement de force qui est à l'écran, qui est pour moi une des cartes les plus fortes du jeu, soyons honnêtes, parce qu'elle a quand même un effet hyper violent sur les unités, et ça c'est typiquement le genre de carte où, on en parlait avant avec Sabak, typiquement le genre de carte où même si votre deck n'est pas dans les bonnes affinités, pour moi il n'y a pas de souci à l'intégrer dans un deck, même dans un deck vert, c'est une bonne carte en fait, c'est juste une bonne carte donc. Voilà. Pour préciser, si vous êtes en train de vous faire un deck rouge, mais rouge héroïque, donc au rouge blanc,
Le fait de ne pas avoir l'icône noire, on revient dessus, ça vous coûte un petit supplément de 2, ce qui veut dire que étranglement de force vous coûterait 4. Si vous jouez un deck infamie, donc noir avec une autre couleur mais pas le rouge, là aussi ça va vous coûter 4 au lieu de 2, et même 1 de moins si c'est une unité force. Donc une fois que vous aurez constitué votre deck à partir des couleurs que vous avez sélectionnées, n'hésitez pas si vous avez besoin à quelques petites cartes qui soient en dehors de ces affinités, faut pas avoir peur de les rajouter si vous êtes un peu juste. Et je rajoute quelques... Je voulais juste faire un petit rappel sur le fait que du coup les couleurs qui ne vous coûtent pas, justement, vous le savez normalement dans le livret de règles et dans la vidéo qu'on a expliqué, mais je vais quand même faire le rappel, les couleurs où vous n'aurez pas de surplus de coûts dans les cartes que vous jouez, c'est la couleur de votre leader et la couleur de votre base. Oui, tu fais bien de le rappeler. Que... Il faut aussi savoir que dans les boosters, vous avez une probabilité importante d'avoir quelques cartes qui sont incolores, qui sont des cartes qui sont pas très puissantes, qui n'ont pas des effets incroyables, mais qui peuvent avoir des stats assez correctes. Et donc vous aurez quelques cartes comme ça que vous pourrez ajouter pour faire nombre, pour avoir vos 30 cartes. Ouais, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment rappeler pour les gens qui n'ont pas beaucoup de scellés ou qui peuvent connaître le jeu et qui n'ont pas forcément fait beaucoup de scellés ou de limités. C'est que généralement le niveau de puissance des decks en scellé est moins élevé qu'en construit. On va pouvoir prendre des cartes qui sont moins puissantes parce qu'en fait on n'a pas forcément un accès aussi simple aux cartes qui sont extrêmement puissantes où en fait telle carte elle est très forte, je la veux en x4, bah très bien, on ne peut pas, on ne peut pas, et en plus j'en ai 0 dans mon booster, comment je la mets dans mon deck, bah je ne peux pas non plus. D'ailleurs, je Ouais. profite que tu dis ça, à la différence du construit où on peut mettre que 3 exemplaires d'une carte, en scellé, on n'est pas limité. Donc ça serait surprenant, mais vous pouvez avoir 5 fois la même unité. Vous inquiétez pas, faites pas le tri. Surtout si c'est des unités à faible coût, parce qu'on l'a pas encore dit, mais c'est quelque chose qui est très important de privilégier. Des unités à 1, 2, 3 maximum. D'en avoir en nombre suffisant pour être sûr, dans votre main de départ, de trouver une unité à jouer au premier tour. Parce que c'est important d'avoir une carte qui pourra finir les parties avec des gros stats, des gros effets, etc. Mais c'est quand même un jeu qui se joue beaucoup sur le board, donc vraiment le terrain. C'est vraiment par des créatures, les créatures sont hyper importantes. Et si vous décidez d'avoir un deck qui va trop vers les ressources élevées, en fait, vous allez juste rien pouvoir faire pendant les premiers tours et vous allez jamais pouvoir vous sortir du retard que vous avez pris sur les premiers tours en jouant des créatures en jouant pas de créatures plus faibles justement. C'est un adversaire qui lui arrivera à mettre pas mal de créatures 1, 2. Et c'est aussi pour ça que des fois, il faut juste privilégier des cartes qui vont avoir des bonnes lignes de statistiques et pas forcément des gros effets ou des grosses synergies, des choses comme ça. Parce qu'en fait, des fois, une grosse créature, c'est une grosse créature, il faut pouvoir la gérer. Et comme on le disait, c'est assez dur en scellé d'avoir un accès vraiment développé à tout ce qui va être removal, à tout ce qui va être dégâts directs. Il y a de grandes chances que pour détruire une grosse créature en scellé, votre adversaire doit envoyer une créature aussi grosse dessus. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc les statistiques pures des cartes sont vraiment pour moi plus importantes en scellé en tout cas qu'en construit. Et c'est aussi les synergies ont aussi moins d'impact parce que les synergies sont plus dures à remplir en fait. C'est plus dur de de réussir à faire un deck entièrement impérial, entièrement rebelle, entièrement phénix, parce que justement vous n'allez pas forcément avoir spectre, spectre phénix, c'est pas la même chose dans l'ordre, mais entièrement spectre dans le truc, ce sera plus dur à obtenir. Par contre, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé un peu vite. Par contre, pour les capacités, effectivement, elles sont assez secondaires, mais ce qui va être important sont les mots-clés. Des unités qui ont sentinelle, qui vont pouvoir protéger la base, des unités qui ont embuscade, qui vont immédiatement pouvoir se redresser pour attaquer, ou des unités qui ont saboteur, donc pour faire tomber les boucliers ou attaquer directement la base. Il y a aplomb, enfin tout ce qui est mots-clés, ça fera des cartes puissantes pour votre scellé. Donc privilégiez plutôt les stats et les mots-clés plutôt justement que les capacités qui souvent fonctionnent avec des synergies. Et il faudra pas hésiter, justement, comme on disait tout à l'heure, des fois à peut-être sortir une ou deux cartes hors
affinités pour combler justement ce qui vous manque. Si vous voyez que vous n'avez pas de sentinelle ou autre chose comme ça, et que vous dites ah ouais mais ce serait bien d'avoir un peu plus de défense, bah peut-être que une sentinelle ou un saboteur ou machin d'un autre mot-clé, enfin, d'une autre affinité, ça pourrait être ce qui manque à votre deck. Donc faut pas hésiter pour certaines cartes vraiment à faire cette chose, et faut pas hésiter non plus après à sortir des grosses cartes qui vont taper, hein, parce que faut pouvoir finir la partie à un moment ou à un autre. Autre point important dans la constitution de votre deck, ce sont les unités spatiales. On a parlé d'avoir 20, 21, 22 unités. Il est très important d'avoir un tiers à peu près qui soit des unités spatiales. Le jeu est légèrement asymétrique de toute façon dans Unlimited. En construit, on peut un peu plus créer avec des synergies, donc on peut déséquilibrer encore plus et même être 3/4 terrestre, 1/4 seulement spatial. En scellé, si vous avez une unité en face que vous n'êtes pas capable de gérer, qui va vous faire 2 dégâts, 3 dégâts à chaque tour, la partie est perdue si vous n'avez pas d'unité spatiale. Donc c'est important d'en avoir suffisamment pour pouvoir les jouer. Voilà, des petites unités, de quoi éventuellement trade, sacrifier votre unité pour détruire celle de l'adversaire, mais c'est important de ne pas laisser, le champ libre à votre adversaire sur le spatial. Je crois que tu avais quelque chose à rajouter. Alors oui, parce qu'on vous a parlé du fait de créer votre deck, mais il faut aussi se dire que si jamais vous vous rendez compte au moment où les parties ont lieu que quelque chose ne fonctionne pas, vous pouvez le changer entre les rondes. Vous avez toujours accès à toutes les cartes que vous avez ouvertes pendant l'événement. Donc entre les rondes, il n'y a rien qui vous empêche de changer de carte. Si vous avez une qui ne marche pas, vous dites « Oh, celle-là aurait été mieux, etc. » Vous pouvez. Il ne faut vraiment pas se fixer sur « Oh mince, cette carte-là n'a pas marché », choses comme ça. Non. Et c'est ça qui est aussi bien, je trouve, dans ces formats-là, c'est justement cette opportunité, cette possibilité de tester plein de choses, d'évoluer. Vous pouvez même refaire entièrement votre deck. Hein. Si le deck ne fonctionne pas, changez entièrement. Bon, ça aurait peut-être un peu moins de temps, du coup, entre deux rondes pour le faire. Mais c'est une option. Sauf si ça s'est très mal passé. C'est vrai, si vous perdez en 10 minutes, vous avez tout le temps de la ronde, du coup. Pour résumer très rapidement ce qu'on a dit là, avant de passer au suivant, donc pensez bien à ce qu'on appelle la curve, vraiment avoir des choses à jouer dans l'idéal à chaque tour jusqu'à la fin de la partie. Pensez bien à répartir, avoir environ 2 tiers, 1 tiers de unités versus tout ce qui va être événements, amélioration, et n'hésitez pas justement dans votre tri de cartes à séparer les événements, améliorations et unités pour avoir une bonne visibilité sur ça. N'hésitez pas à aller hors affinité pour certaines cartes qui vous semblent vraiment fortes. Pensez au removal. Pensez à avoir de quoi jouer sur tous les tableaux, donc spatial, terrestre. Et ne privilégiez pas forcément les synergies, privilégiez plutôt tout ce qui va être mots-clés et statistiques. Et je pense que justement dans cet enchaînement de privilégier les statistiques et les mots-clés, on peut parler donc du choix du leader qui va être très important pour votre stratégie. Parce qu'il y a des leaders où si vous avez un peu suivi le jeu, vous vous dites « Ah non, mais ce leader est trop fort, je vais le jouer, ça va super bien se passer. » Bah, pas forcément. Parce qu'en fait, c'est encore un jeu différent, on n'a pas accès aux mêmes synergies, on n'a pas accès aux mêmes cartes. Donc certains leaders très axés synergie ne vont pas pouvoir fonctionner aussi bien en scellé qu'en construit. Donc ça va que je sais que j'en avais plusieurs en tête notamment comme exemple, oui. Donc je te laisse prendre le relais. Alors, je reviens, oui, alors typiquement, je vais prendre l'exemple du Grand Moff Tarkin, où c'est un leader qui pourrait être puissant, puisqu'il permet de donner un jeton expérience, donc d'augmenter les stats des unités contre une ressource, mais il nécessite le trait impérial, qui va pas être évident à trouver en quantité dans votre deck. Même chose pour Leia, qui a un effet extrêmement puissant en construit, puisqu'elle peut faire attaquer 2 unités d'un seul coup, et là aussi ça ne marche qu'avec les rebelles, et vous n'aurez probablement pas de rebelles en suffisamment grand nombre pour que ça vaille le coup. Il y avait aussi Hera qui a des unités spectres. Voilà. Le leader Hera n'est intéressant quasiment que si vous pouvez jouer des spectres. Donc pourquoi pas, mais la probabilité que vous ayez Hera dans les 6 leaders que vous allez trouver et des bonnes unités spectres, c'est assez faible. Oui. D'ailleurs, juste pour rappeler, il y a bien un leader par booster. Absolument. Alors, rappeler aussi la composition des boosters pour les personnes qui... Donc dans les boosters, on va avoir un leader, une base commune et 12 cartes. Ces 12 cartes qui permettront de constituer votre deck de 30 cartes.
Les leaders, si vous voulez un moyen assez facile de savoir s'il faut vous méfier, si c'est un leader commun, il est probablement jouable en format limité en CD. Si c'est un leader rare, il va demander des synergies en plus. Alors évidemment, l'exception de Tarkin et d'Organa qui sont en commune, mais en tout cas, si vous avez un leader rare, regardez bien, c'est pas forcément si évident que ça à jouer. Et même sans synergie spécifique, moi j'ai en tête le Grand Inquisiteur qui nécessite d'avoir des unités, de se faire ses propres dégâts pour booster ses unités, etc. C'est pas forcément des mécaniques qui marchent très bien dans un deck qui n'est pas construit pour. Donc il faut vraiment prendre ça en compte quand vous allez réfléchir. Je sais pas si tu as quelques leaders que tu pourrais conseiller. C'est Oui. pas possible de dire si ces leaders vont marcher à chaque fois, mais Alors on va c'est important de... des Il y valeurs en a qui sûres. marchent mieux. Voilà. Dans les valeurs sûres, on a Sabine, qui est un leader qui permet, si vous avez pas mal de rouge, c'est un leader agressif. Elle se déploie assez vite, c'est un des leaders les plus rapides à se déployer puisqu'elle se déploie à 4. Et même avant de se déployer, elle permet d'infliger un dégât à chaque base, donc votre base et la base de l'adversaire, mais en gros c'est un accélérateur, puisque à chaque tour, vous allez diminuer les deux d'un point, donc ça veut dire que vous forcez l'adversaire à aller plus vite. Donc c'est un leader qui est intéressant en construit, mais qui est intéressant également en scellé. Le meilleur leader du jeu, Boba Fett, qui va être assez puissant au niveau stats, qui se déploie à 5, et qui permet de redresser des ressources quand vous avez réussi à battre un adversaire. Donc le leader sera fort quel que soit le type de jeu. Très bonne synergie avec les removals dont on parlait un peu plus tôt aussi. Vador et Luke qui vous sont fournis, qui sont des valeurs sûres, puisque Luke permet de donner des boucliers aux héros, Vador permet de faire un dégât à la base, un dégât à une unité tant qu'il n'est pas déployé, puis 2 dégâts à une unité en plus de son attaque. Donc ce sont des leaders très forts. Si vous vous sentez un peu en difficulté pour choisir votre leader, vous pouvez vous rabattre sur l'un et l'autre. C'est des valeurs sûres qui sont assez faciles à jouer. Ensuite, en jaune, on va avoir Jyn Erso, si vous voulez jouer jaune héroïque, puisqu'elle va permettre de diminuer l'attaque du défenseur. Donc quand vous attaquez une unité, elle vous fera moins mal. Donc là aussi, c'est un leader qui est assez intuitif à jouer. Comme on disait tout à l'heure, en plus, en limité, il y a plus de chances que vous fassiez des trades, ce qu'on appelle les trades, sacrifier des créatures pour tuer les créatures adverses, donc pouvoir diminuer les dégâts que subissent les vôtres dans ce genre d'échange, c'est quand même vachement bien. Et Iden Versio, que vous pouvez incliner pour, là aussi, si vous avez réussi à tuer une unité, pour soigner votre base. Donc voilà, ça fait partie des plutôt bons leaders. Chewbacca va permettre lui de donner Sentinelle. Voilà, ça vous fait un panel assez large. Il y en a d'autres, vous verrez. De toute façon, vous ne devez pas construire votre deck en fonction du leader que vous avez envie de jouer. Vous devez choisir votre leader en fonction de ce que vous avez trouvé dans les boosters au niveau des unités et des événements. Si vous avez la chance d'avoir une carte légendaire ou plusieurs rares, c'est les cartes qu'il faut regarder en priorité parce que elles vont avoir des bonnes stats, sont des cartes puissantes. On est sur du jeu où il y a moins de synergie, donc regardez ce que vous avez eu en rare, en légendaire, regardez si c'est fort, et ça peut vous faire un début d'idée des affinités qui sont intéressantes à jouer. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, dans le choix du leader aussi, parce que par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez des affinités qui marchent avec plusieurs leaders, etc., un des critères dont on parlait évidemment, en plus du fonctionnement du deck, c'est quelque chose que tu as mentionné pour Sabine et pour Boba et autres, ça va être le déploiement du leader. Pour moi, ça fait aussi partie des petits conseils qu'on veut donner aux gens. C'est faites bien attention au coût de déploiement de votre leader, parce que en limité, il va y avoir très peu de situations où vous voulez pas déployer le leader le tour où c'est possible de le faire. Et le fait d'avoir déployé un leader avant votre adversaire, ça peut vous donner un gros avantage selon le leader.
Donc surveillez bien quand vous jouerez votre leader. Déjà, avant qu'il soit déployé, voyez toujours si vous pouvez faire son effet. Ils sont toujours puissants. Donc quand on est débutant, on a tendance à faire plus attention à ces unités, ces événements, et à négliger un petit peu le leader. Donc à chaque tour, vous vérifiez si vous pouvez utiliser l'effet de votre leader. Et dès que vous avez la possibilité de déployer votre leader, je rappelle, il suffit de contrôler des ressources, il n'y a pas besoin de les incliner. Donc si vous avez utilisé vos ressources pour des unités, pour des cartes, vous pouvez quand même déployer votre leader si vous avez le bon nombre de ressources sous votre contrôle. Quand on est débutant, c'est facile d'oublier. Ne l'oubliez pas, votre deck en sera meilleur. C'est une grosse unité. Encore une fois, on a dit qu'on voulait des unités qui avaient des bonnes stats. Là, c'est une unité qui a une bonne stat, qui a un bon effet. L'adversaire ne peut pas l'ignorer. Faites-le si vous le pouvez. C'est vraiment un conseil. C'est un conseil que je donne après avoir fait plusieurs parties aussi en format, pas en format limité pour le coup, mais plusieurs parties où je vois notamment en démo des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a en effet tendance à oublier quand on commence le jeu. Et faites-le. C'est hyper important. Autre chose qui est difficile quand on est débutant, surtout si on vient d'un jeu avec un autre système de ressources, vous allez piocher 6 cartes, vous allez avoir des très bonnes cartes un peu chères. Elles doivent partir en ressources. Vous pouvez pas vous permettre de garder des unités à 6-7 dans votre main de départ en disant ah bah oui mais elle est forte, je voudrais la jouer. Si vous les mettez pas en ressources, il est probable que vous ayez jamais l'opportunité de les jouer. Donc, vous avez le droit à un mulligan. Je rappelle, je prends les 6 cartes que j'ai piochées, je les remets dans mon deck, je mélange, je repioche 6 cartes. Ne cherchez pas à garder des grosses cartes que vous aviez au départ. C'est tentant quand on est débutant, il faut pas le faire. Vous devez garder en main des cartes qui sont jouables relativement rapidement dans votre partie. Ouais, puisque justement, c'est un jeu où on pioche 2 cartes par tour, donc les grosses cartes, vous en reverrez à un moment ou à un autre. Donc, au début, en tout cas, genre, n'hésitez pas à les mettre en ressources et privilégier de garder en main les cartes que vous pouvez jouer pour justement ne pas perdre de la tempo, ne pas perdre le rythme de la game. Et plus tard dans la partie, justement, c'est pour moi, c'est un peu le penchant opposé. C'est que vous allez trade, vous retrouver avec une main où il n'y a pas beaucoup de cartes. Parce que, bah, en fait, vous en mettez une en ressource, vous en piochez une, vous en jouez 2 ou 3 dans le tour parce que vous avez plein de petites cartes pas chères. Vous n'êtes pas obligé de mettre des ressources. Jusqu'à un certain niveau, faites-le. Jusqu'à la tour 6, jusqu'à ce que vous en ayez 6, 7, 8 ressources. Je dirais plutôt 8 en vrai, en général. De quoi payer vos grosses cartes. Mais ça sert à, Pourquoi ça payer vos sert à grosses rien cartes? d'en mettre trop, il faut pas dire j'ai un Palpatine à 8, je pourrais peut-être le jouer en même temps qu'une unité à 3. Non. Ça n'arrivera probablement pas. Donc vous visez le plus rapidement possible le bon nombre de ressources pour déployer votre leader. Ensuite, vous continuez à en mettre, pas forcément à chaque tour, parce qu'il vaut mieux avoir un peu de choix dans sa main que d'avoir plein de ressources. Et une fois que vous avez de quoi payer vos plus grosses unités, il vaut mieux avoir un peu plus de cartes en main. Ça. Si à un moment vous dites ah mince, ce tour-ci j'aurais besoin d'une main d'une ressource plus, peut-être qu'à ce moment-là, vous en mettrez une. Mais franchement, ça aussi c'est une erreur que j'ai vu beaucoup de personnes faire quand elles commençaient le jeu. C'est vraiment de dire bah du coup je pioche mes 2 cartes, j'en mets forcément une. Non, c'est un jeu où vous pouvez piocher 2 cartes, profitez-en. Vous êtes en fin de partie, vous avez réussi à bien construire vos ressources de départ. Ne vous sentez pas obligé de continuer à augmenter. Avoir 12 ressources mais pas avoir de main, ça vous aidera pas. C'est bien d'avoir plein de ressources, mais s'il n'y a pas de carte à jouer, l'intérêt est quand même très limité, soyons honnêtes. Deux autres conseils qui me viennent, qui peuvent paraître évidents, mais on voit à chaque partie ce genre de petites erreurs. Si vous avez une unité redressée, elle doit attaquer. Oubliez pas d'attaquer la base. Parfois on va un peu vite. C'est la nervosité des premières parties de découverte. Pensez bien à attaquer à chaque fois que vous le pouvez, mais il faut quand même penser à la prise d'initiative, c'est-à-dire passer pour tout le tour pour être le premier joueur au tour d'après. Euh, Quand vous allez vous approcher de la fin de partie, vous pouvez à ce moment-là ne pas attaquer avec toutes vos unités pour être sûr d'attaquer le premier au tour d'après, et ça peut vous faire gagner la partie. Donc dans le début, milieu de partie, n'oubliez jamais d'attaquer, mais en fin de partie, réfléchissez bien, est-ce que c'est plus rentable pour moi d'attaquer avec les unités qui me restent, ou est-ce que c'est plus rentable pour moi de prendre l'initiative et d'être le premier à attaquer au tour suivant. C'est vraiment quelque chose de super important ce timing. Et pareil, si on vous laisse le choix souvent d'être premier, même au début de la partie, ou deuxième joueur, être premier joueur, c'est quand même
quelque chose que vous allez souvent vouloir. C'est un jeu qui privilégie beaucoup le premier joueur, surtout en format limité. N'hésitez pas, si vous avez cette opportunité et que elle est rentable d'une certaine façon, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que c'est combien de dégâts je fais si je le laisse faire. Forcément, si vous arrivez, vous voyez votre adversaire qui a encore 8 ressources et qui peut faire son tour entier sur votre tête, c'est peut-être pas le moment de prendre l'initiative. Mais si vous sentez qu'il y a peut-être un moment où vous êtes un peu calme et vous vous dites, bon, allez, attaquer avec ce monsieur à deux ou attaquer plus tard après faire mon tour, des fois c'est vraiment important. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. La prise d'initiative, c'est une règle que j'adore dans ce jeu et il faut vraiment y réfléchir de façon posée, on va dire. Je pense Je que j'ai. Ah, vas-y. J'allais dire que j'avais l'impression d'avoir fait le tour dans les conseils à donner. Il t'en restait un, visiblement. Il m'en restait un, parce qu'en fait, on a parlé du choix de leader, mais on n'a pas parlé du choix de base, à part du fait qu'on avait la base commune, que la boutique devait donner une base commune et qu'on avait accès aux bases qu'on allait tirer. Je vais dire très clairement que je conseille, dans les formats limités, de prendre les bases à 30 points de vie. 25 points de vie, ça fait beaucoup d'écart entre les ça. Et en plus, les effets des bases à 25 points de vie ont quand même besoin de plus de synergie souvent que les effets de base, que juste avoir 5 points de vie plus. En fait. Dans quelques semaines, quand vous aurez fait jouer un peu plus et que vous reviendrez pour un CV qui n'est pas une avant-première, vous pourrez faire ce choix des bases rares. Mais effectivement, c'est quelque chose que je conseille pas à un débutant. Parce que j'ai vu des débutants prendre une base rare et oublier de faire son effet, tout simplement, ou ne pas le faire à un moment qui soit utile. Donc vous avez tout intérêt à rester sur vos bases 30 cartes. Vous en avez donc dans les boosters. Si vous avez envie de jouer une couleur et que vous n'avez pas la bonne base, vous demandez à la boutique. Si jamais elle en a pas reçu, un de vos camarades de jeu pourra vous en prêter une. De toute façon, il y en a pléthore dans les boosters, donc ça manquera jamais. Ouais. C'est vraiment le détail qui nous manquait, je pense, pour avoir fait le tour. Donc j'espère que ça va vous aider. Alors, Mais ah oui. une dernière chose dont on n'a pas parlé, le déroulement des AP. Ça va se dérouler en 3 rondes ou 4 rondes. Vous allez avoir largement le temps de préparer votre deck. N'hésitez pas à demander conseil aux autres, ça reste quelque chose d'amical. On est sur une toute première AP. Surtout si vous vous sentez débutant, demandez de l'aide à ceux qui ont l'air à l'aise. Il n'y en aura probablement pas plein la boutique, mais il y aura toujours 1, 2, 3 joueurs sur les 8 qui auront déjà largement joué et ils auront toujours du plaisir à aider les débutants. Ces rondes elles vont se dérouler en principe au meilleur des 3 manches, donc il faut en gagner 2 pour avoir la victoire. Selon les boutiques, selon le temps imparti, peut-être certaines feront le choix de faire en une seule manche gagnante. C'est pas déterminé. Il n'y a pas de prime à la victoire, donc allez-y détendu, vous êtes là essentiellement pour vous faire plaisir. On vous a donné plein de conseils pour la création de votre deck, avec des choses à retenir, mais vous allez craquer des boosters, vous allez voir une carte, vous avez trop envie de la jouer juste parce que vous aimez le personnage. Faites-vous plaisir. Si vous suivez pas tous nos conseils parce que vous avez trop envie de jouer une carte, vous êtes là pour vous amuser, les tournois construits, ça arrivera ensuite. Donc, profitez. Ouais, je pense que tu as tout dit. S'amuser, faites-vous plaisir. Si ce qu'on vous a dit peut vous aider, tant mieux. Si vous trouvez un truc qui vous amuse encore plus, tant mieux aussi. La force. Je vous souhaite à tous une très bonne AP. Si vous avez des questions, des petites choses qu'on a oubliées, des petits renseignements qui vous font en plus, vous n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre rapidement pour que vous soyez fin prêt pour vos avant-premières. Très très rapidement si c'est le vendredi soir, un petit peu plus de temps si c'est le dimanche. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de présentation sur Star Wars Unlimited. Merci Otal et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde et merci.